Merci d'être là ce soir. Merci pour l'introduction et vous verrez que l'échange que nous allons avoir ce soir devrait résonner sur beaucoup d'éléments qui ont été partagés un peu plus tôt dans cette soirée sur ce qu'a dit Antoine et le partage de nos convictions. Parmi nos convictions, c'est que le XXIe siècle sera profondément humain. Donc je pense que nous sommes dans la bonne assemblée pour partager ça. Parmi les autres convictions, et notamment celles qui sont partagées ce soir au sein des Chart Trends, vont résonner beaucoup avec la lettre qu'on a entendue du fils de M. Jamel Amrani, qui parlait aussi de l'empreinte que l'on laisse dans l'environnement. Donc vous allez, je pense, suivre avec plaisir cette continuité. D'abord, pour commencer, donc très rapidement pour vous présenter, Philippe Burger, effectivement. Moi, je suis actuaire, donc un actuaire, c'est plutôt quelqu'un qui aime bien les chiffres, et vous voyez, je suis en charge des activités capital humain. Ça fait plus de 25 ans que je fais ce métier, et je rejoins tout à fait le point qui a été soulevé sur le fait que, effectivement, on aime les chiffres, et on aime aussi pouvoir donner une rigueur scientifique forte à la matière, et c'est la raison pour laquelle nous sommes dans ce partenariat. Donc, l'étude dont je vais vous partager les principaux chiffres est basée sur plus de 11 000 dirigeants DRH à travers le monde, sur leur vision aujourd'hui et demain de ce que sont les grandes tendances RH. C'est un travail qui dure quasiment un an, donc on met du capital intellectuel dedans et on va en partager les résultats ce soir. Alors peut-être comme introduction, un point qui me semble important, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que on a tous aujourd'hui l'impression que le monde change et change de plus en plus vite. Moi je trouve un chiffre particulièrement intéressant, c'est quand on s'intéresse à la durée qui a été nécessaire à un moment ou à un autre pour adopter une révolution technologique. Et pour que cette révolution technologique atteigne les 50 millions d'utilisateurs. Il a fallu 50 ans pour la télévision pour atteindre 50 millions d'utilisateurs. 50 ans. Il a fallu 22 ans, il a fallu 50 ans sur la radio pour atteindre 50 millions d'utilisateurs, il a fallu 22 ans pour la télévision. L'Internet, lui, de son côté, n'a mis que 7 ans. Apple, avec ses iPhones, n'a mis que 3 ans. Twitter, 2 ans. Et puis pour ceux qui ont joué au Pokémon Go, je ne sais pas si vous avez l'idée, 18 jours. 18 jours pour atteindre 50 millions d'utilisateurs. Tous ces chiffres pour vous illustrer que le monde bouge vite et de plus en plus vite. Dans les années 60, une entreprise restait en moyenne 33 ans au sein du Fortune 500. Dans les années 90, elle est restée moins de 20 ans. Aujourd'hui, elle y reste à peine 15 ans, et on s'attend à ce que dans les 10 prochaines années, la moitié de ces entreprises qui composent en soient sorties. Le monde bouge, et bouge de plus en plus vite. On pourrait estimer que face à ce mouvement très rapide, on va pousser vers une financiarisation à outrance et que finalement l'humain va être mis de côté. Je pense que l'année 2018 est une année qui est assez illustrative d'un changement qu'on est en train de vivre. En début d'année, vous avez eu le CEO de BlackRock, Lawrence Fink. Alors BlackRock, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? C'est un des premiers, sinon le premier gestionnaire d'actifs au niveau mondial. 5 000 milliards d'actifs financiers sous gestion, une centaine d'équipes différentes d'analystes à travers le monde. Et qu'est-ce que vous dit Lawrence Fink dans sa lettre aux investisseurs qu'il écrit chaque année? En ce début d'année 2018, il écrit « Désormais, nous n'allons plus appréhender la performance des entreprises seulement sur la base de leurs résultats financiers. Mais nous allons désormais intégrer l'ensemble de leur empreinte sur leur écosystème, leur empreinte sociale et sociétale. » Donc croyez-moi, quand quelqu'un qui a sous gestion 5 000 milliards de dollars envoie cette lettre, il est écouté. Et ce qui est assez intéressant, c'est que sa vision est également celle qui est partagée par les principaux dirigeants à travers le monde. Dans une étude récente, 65% des dirigeants ont placé le critère de croissance inclusive, intégrant l'écosystème, comme un de leurs 3 premiers critères. 3 fois plus que le fameux critère de Traditional Shareholder Value, utilisé dans la création de valeur sur le long terme. Le monde dans lequel on vit est en train d'évoluer et l'humain, l'impact social, sociétal est beaucoup plus fort.
Alors qu'est-ce qui ressort un petit peu des chiffres que l'on a vu dans l'étude des HR Trends 2000 de cette année? L'année prochaine, on complétera avec le prisme et la vision particulière marocaine. Il ressort d'abord que dans le monde que l'on est en train de vivre, on est en train de subir une mutation où les impacts sociaux, économiques, démographiques sont excessivement importants. Vous avez parlé de digitalisation il y a quelques instants, c'est effectivement la transformation que l'on est tous en train de vivre. Désormais, on est obligé d'intégrer l'impact que l'on a sur tout l'écosystème. Pourquoi? Principalement pour trois raisons. Une première raison qui est une raison technologique. Aujourd'hui, chacun peut développer une solution, une approche qui va venir concurrencer un leader mondial. Apple, dont je parlais tout à l'heure, qui était complètement absent de la téléphonie mobile, a en 10 ans vendu plus d'1 milliard d'iPhone, et plutôt sur du haut de gamme. Cette révolution technologique fait qu'effectivement l'environnement concurrentiel est en train d'évoluer et que les concurrents potentiellement s'associent sur des sujets particulièrement stratégiques. C'est ce que vous pouvez voir dans un partenariat comme celui d'Auchan et Casino sur le sujet des achats qui est pourtant stratégique sur le retail. Deuxième raison de cette transformation, c'est la transformation aussi liée à la démographie. Et on va en reparler. La démographie évolue, fait que l'on a des générations de plus en plus différentes et surtout on a l'émergence aujourd'hui de la génération des millennials qui représente dans beaucoup d'entreprises 40 à 50% des salariés et en parallèle une augmentation de la longévité qui fait que vous allez avoir un collaborateur sur deux âgé de 25 ans aujourd'hui qui sera centenaire. Donc on a ce bouleversement démographique avec des personnes au sein des entreprises qui n'ont jamais été aussi diverses qu'aujourd'hui. Et une attente des millennials qui est très forte, vous avez 86% des millennials qui vous disent que la performance d'une entreprise ne doit plus être appréhendée uniquement sur les critères financiers. Avec un poids qu'on imagine à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Désormais, et le troisième phénomène, désormais vous avez un poids qui est mis sur l'entreprise beaucoup plus fort qu'avant. Vous avez un baromètre chaque année qui s'appelle l'Edelman Trust Index, qui mesure le niveau de confiance des individus envers les gouvernements, les entreprises. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est la première fois que ce baromètre montre un niveau de confiance dans les entreprises pour faire ce qui est bien socialement supérieur au gouvernement. On s'attend désormais à ce que les entreprises agissent à la place des gouvernants pour faire ce qui est bien. Quand vous réfléchissez à ce que veut faire un Google, Google vous dit, ben voilà, je veux apporter de l'information à tout le monde. Facebook, je veux connecter le monde. SpaceX veut vous dire, je veux conquérir Mars. Tous ces challenges ou ces ambitions qui finalement étaient traitées par des gouvernements il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc ce poids, cette attente forte des organisations sur leur impact social, on va le voir, va se retrouver dans toute leur stratégie. Lorsqu'on interroge nos 11 000 dirigeants et DRH à travers le monde, 70% des répondants nous indiquent que les questions sociales et sociétales sont et seront clés demain. 70%. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est finalement une réflexion qui est très rationnelle. Très rationnelle d'un point de vue économique, parce que 30% d'entre eux vous disent que c'est principalement pour développer leur marque employeur. 18% d'entre eux vous disent que c'est pour fidéliser leurs salariés, et 18% encore pour travailler sur leur image de marque ou leur impact commercial. Pourquoi cette évolution? Parce qu'on a désormais un poids d'individu beaucoup plus fort. Nous tous, vous tous, chacun d'entre nous a un poids, une capacité de se faire entendre dans et à l'intérieur de son entreprise beaucoup plus forte. Quand on réfléchit à ce que c'est qu'une organisation dans le passé, vous pouvez la définir par un lieu géographique, des horaires, une typologie de salariés, en général un marché de clientèle localisé. Tout ça a volé en éclats. Aujourd'hui, vous êtes face à des marchés globaux, vous avez des collaborateurs qui travaillent sur des horaires très ouverts, vous avez des typologies de contrats qui sont excessivement différents. Donc la notion même de ce que c'est qu'une organisation est différente. La carrière même au sein d'une entreprise a évolué. Vous avez aujourd'hui 60% des millennials qui vous disent que être fidèle à une entreprise, est-ce que vous avez une idée de la durée? Pour 60% d'entre eux, fidèle à une entreprise, c'est quoi?
2 ans, 3 ans, 7 mois. 60% d'entre eux vous disent c'est 7 mois. Et votre 2 ans, votre 3 ans est assez vrai parce qu'effectivement, aujourd'hui, les carrières font qu'ils évoluent, changent d'entreprise beaucoup plus rapidement. Et donc ça, c'est le marché qui nous attend demain. Avec 3 changements fondamentaux. Un souhait finalement de personnalisation plus forte. Et cette personnalisation, elle s'explique par quoi? Elle s'explique par le fait que vous ayez un poids potentiel beaucoup plus fort qu'avant, qu'on vous écoute auprès d'une audience mondiale, que vous avez des attentes beaucoup plus fortes, puisque toutes les entreprises souhaitent proposer des services, des produits personnalisés. Quand vous faites une recherche sur Internet avec un moteur de recherche, si vous cherchez Italie, parce que vous êtes adepte de gastronomie, Google va vous proposer plutôt de la nourriture, des restaurants, etc. Si vous tapez Italie, mais que vous êtes plutôt adepte de voyage, il va vous proposer Florence, Sienne, etc. Donc on s'adapte à vos attentes, à vos besoins. On vous permet, dans l'industrie financière, dans l'industrie automobile, de concevoir vos propres produits qui vous seront uniques et personnalisés. Donc cette première grande tendance qu'on a, c'est vraiment le sujet de la personnalisation. Deuxième grande tendance que l'on va avoir, c'est le fait qu'on va réfléchir beaucoup plus largement sur le sens ou l'empreinte qu'a l'entreprise. Et je vous donnerai quelques chiffres qui sont assez saillants en termes de poids derrière du choix. Puis dernière tendance, effectivement, c'est que les révolutions technologiques qu'on est en train de vivre font que énormément de tâches qui étaient précédemment réalisées par des humains sont en train d'être remplacées par des machines. Ça, c'est sans doute un des sujets qui est les plus difficiles à appréhender, qui est le fait que la révolution technologique qu'on est en train de vivre s'accélère. Alors, si vous m'octroyez juste 1 minute, je ferai une aparté pour vous rappeler une fable que vous avez sans doute entendue tous quand vous étiez petit. Vous savez, vous avez quelqu'un qui rend service à un prince, et le prince lui dit tiens, qu'est-ce que tu veux comme récompense? Il dit moi, je veux juste, sur ce jeu d'échecs là, je voudrais un grain de riz sur la première case, je voudrais 2 grains de riz sur la deuxième, je voudrais 4 grains de riz sur la troisième, etc. Puis le prince lui dit mais tu es sûr, tu veux pas quelque chose de plus important? Il dit non, je veux juste ça. Qu'est-ce que fait le prince? Quand il commence à faire ça, il se rend compte qu'arrivé à la 10e case, effectivement, on parle de 200, 300, 500 grains de riz. Arrivé à la 20e case, on parle de 5 kg, 10 kg. Arrivé à la 63e case, on parle de 250 années de production de riz sur la planète Terre. Et à la 64e, de 500 années de production de riz sur la planète Terre. Qu'est-ce que nous dit cette fable? Cette fable nous dit que la fameuse croissance technologique qu'on vit tous, vous avez entendu parler de la loi de Moore, tous les 12-18 mois la puissance des ordinateurs à coût équivalent double. Cette croissance exponentielle, ça veut dire quoi? Si vous prenez la première case et que vous lui dites, et vous lui allouez l'année 1950, à la deuxième case, l'année 1951, à la 73e case, l'année 2013, et à la 64e case, l'année 2014. Alors je n'ai pas fait avec 2018 parce que c'est plus compliqué pour moi pour faire le calcul dans la tête. Et quand vous faites ce calcul, cette analogie entre 1950 et 1951, c'est un grain de riz que nous a apporté la technologie. Entre 2013 et 2014, c'est 250 années de production de riz sur la planète Terre que nous a apporté la technologie. C'est la rapidité à laquelle nous faisons face. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez eu l'expérience il y a quelques mois de Google, de l'intelligence artificielle de Google qui faisait une réservation auprès d'un coiffeur et la personne croyait vraiment que c'était non pas une intelligence artificielle, mais vraiment une personne qui échangeait avec elle. Et c'est ce qu'on est en train de voir et en train de vivre. Et on est en train ce mouvement est en train de s'accélérer, ce qui va transformer énormément de choses. Alors me direz-vous, est-ce que l'humain va disparaître? On va le voir. Pardon? Possible. Alors, l'extinction est pas très loin. Voilà. Alors, notre conviction, parce que c'est aussi ça nos convictions sur la façon dont le monde va évoluer, nos convictions, c'est que le XXIe siècle, une fois encore, sera profondément humain et que finalement, on attendra beaucoup plus de choses et des choses différentes de l'humain. Et que des capacités profondément humaines, comme celle de l'esprit critique, de la capacité de coopération, de la capacité de partage, va être essentiel. Et que dans les entreprises, on va le voir, on va plutôt travailler sur des combinaisons de machines que uniquement sur des machines. Donc, pour faire très rapidement le tour des 10 tendances dans les 15 minutes qui me restent,
première tendance qui a été soulevée, qui est particulièrement intéressante, c'est le sujet de la symphonie des dirigeants. La symphonie des dirigeants, c'est quoi? C'est de dire que dans un monde qui change, qui évolue très vite, on a un besoin d'agilité plus forte et on a un besoin de transversalité beaucoup plus fort. 75% des répondants à l'enquête vous disent « ça c'est un sujet essentiel ». Mon entreprise a été conçue de manière pyramidale structurée, depuis un monde où le CEO, le PDG était le seul et unique décisionnaire dans une organisation, pour petit à petit la siloiser à travers des responsables financiers, des responsables opérationnels, des responsables des ressources humaines, et aujourd'hui dans des sujets où la transversalité est clé. Et cette collaboration au niveau de la comité de direction est essentielle. Et ça passe aussi par une responsabilisation sur des périmètres beaucoup plus larges. Le directeur financier ne doit pas s'arrêter sur son périmètre financier, mais bien interagir avec le responsable du marketing, le responsable des opérations pour créer de nouvelles choses, pour développer une interaction client différente et pour analyser davantage l'adaptabilité des produits. Premier grand sujet, donc symphonie des dirigeants. Deuxième grand sujet, HR Trends, workforce au-delà des frontières de l'entreprise. Un chiffre qui m'a absolument fasciné. Entre 2005 et 2015, aux États-Unis, les créations nettes d'emplois ont été à 94%, c'est-à-dire sur leur quasi-totalité, à 94%, les créations nettes d'emplois ont été sous une forme alternative de contrat, c'est-à-dire freelance, indépendant, ce qu'on appelle la gig economy, où finalement vous êtes multi-activité. Donc en dehors de l'écosystème de l'entreprise, 94%. Et c'est ce qu'on est en train de vivre en Europe, c'est ce qu'on va vivre dans la plupart des entreprises. Pas forcément subi d'ailleurs par les individus. Vous avez dans la Silicon Valley beaucoup qui vous disent finalement, moi ça ne m'intéresse pas de rentrer dans votre entreprise et de faire ce parcours de carrière que vous planifiez parce que j'ai plutôt envie de voir plein de choses différentes. Et je vais voir plus de choses différentes en étant indépendant, en travaillant avec de multiples entreprises. Et les meilleurs talents, d'ailleurs, on est obligé de se les arracher. Donc, vous vous souvenez, ce socle personnalisation, c'est aussi ça. C'est le fait que désormais, les entreprises s'attendent à une forte augmentation de cette population. Vous avez 40% qui vous disent que le nombre de contracteurs ou équivalents va augmenter très fortement, un tiers, notamment pour les freelances. Et ce qui est particulièrement intéressant pour nous tous dans la fonction RH, c'est quoi? C'est que finalement les entreprises ne sont pas prêtes à les gérer. Vous avez à peine 15% des DRH qui interviennent sur cette population. Que ce soit au moment de leur recrutement, au moment de leur suivi de leur performance, au moment du suivi aussi du règle des compliance, des comportements, etc., ou simplement du suivi du capital intellectuel qu'ils ont développé potentiellement dans l'entreprise. Alors vous allez me dire, mais ce ne sont pas les collaborateurs de l'entreprise. Mais en même temps, ils font partie de son écosystème. Si vous prenez l'exemple d'Uber, est-ce que c'est une entreprise qui fait quelques milliers de salariés ou une entreprise qui fait quelques millions de collaborateurs? Avec le leverage qui est apporté par le digital, non, plutôt dans la deuxième approche. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que si vous vous souvenez, quand il y a eu l'altercation entre le PDG d'Uber et un chauffeur, entre guillemets, Uber, c'est-à-dire un utilisateur de la plateforme Uber, ce n'était pas un salarié d'Uber. Quand cette altercation a eu lieu et a été filmée, qu'est-ce qui s'est passé? Un premier effet particulièrement intéressant, c'est qu'il y a eu une traînée de poudre, une exposition face à une audience mondiale en quelques jours de cette altercation. Deuxième chose, cette exposition a donné quoi? A dit le CEO d'Uber maltraite un de ses collaborateurs. On n'avait pas une altercation entre un représentant d'une entreprise et un utilisateur de la plateforme de cette entreprise. On avait une altercation entre un CEO et un de ses collaborateurs, qui a conduit d'ailleurs à ce... Et la perception n'a pas évolué. Et pourtant, nous, RH, on est très peu associés à ça. Donc comment l'être, comment appréhender la performance aussi de ces collaborateurs-là. Donc, deuxièmement tendance, cette partie de workforce élargie. Troisième point, j'en ai parlé un tout petit peu sur la partie personnalisation, l'exigence. On s'attend tous à avoir, et c'est ce que nous disent les entreprises, à avoir finalement un parcours de carrière, une rétribution qui est personnalisée, qui correspond davantage à notre temps. On avait identifié depuis 2 ans une grande tendance de fond sur l'évolution de l'évaluation de la performance, de ne pas avoir un système qui était je vous donne des objectifs en début d'année, je vous revois à la fin de l'année et on voit ce qui se passe. On a aujourd'hui beaucoup plus une attente de collaborateurs qui vous disent je veux une évaluation beaucoup plus en continu. Et pourquoi ça? Tout simplement parce que vous le voyez en tant que citoyen, en tant que consommateur,
vous avez des comportements qui font que vous souhaitez avoir l'information très rapidement, vous souhaitez avoir les produits très rapidement. Quand vous rentrez dans une entreprise, vous avez les mêmes comportements. Vous souhaitez avoir des retours plus rapides sur votre performance. Vous souhaitez avoir une évolution de carrière plus rapide. Souvenez-vous des 7 mois des millennials qui vous disent finalement je suis resté 7 mois dans l'entreprise, c'est suffisant. Donc les comportements qu'on adopte en tant que citoyen, on les adopte aussi en tant que collaborateur. Et c'est à nous RH de savoir y répondre. Et ce qui est très intéressant, c'est quand on les interroge, la vaste majorité des entreprises nous disent moi, mes systèmes de rétribution sont pas efficaces. C'est seulement 8% qui vous disent que le système de rémunération et de rétribution au sens large est efficace. 8%. Autrement dit, 92% vous disent ça ne marche pas bien. Donc, deuxième grande tendance sur cette personnalisation. Avec ce changement essentiel qui est de dire je dois être beaucoup plus agile, parce que le monde, si vous vous souvenez du tout début, le monde dans lequel on évolue va de plus en plus vite. S'il faut que je sois plus agile, il faut que j'ai moins de niveaux. Si j'ai moins de niveaux, finalement, j'ai des carrières, des évolutions de carrière qui seront beaucoup plus plates qu'avant. Qu'est-ce que je peux proposer à mes collaborateurs? Et sur cette gestion de carrière, les attentes des collaborateurs désormais sont beaucoup plus vers des expériences. Ça, c'est la quatrième tendance, des expériences multiples. Vous n'avez que 18% des entreprises qui donnent l'opportunité aux collaborateurs de se développer par eux-mêmes. Alors que c'est une attente de plus de 80% d'entre eux. Cinquième grande tendance sur la longévité, c'est un sujet en tant qu'acteur que j'apprécie particulièrement. La longévité, on le voit, un collaborateur sur 2 sera âgé de plus de 100 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les carrières vont pas être de 35-40 ans, mais de 45, 50 ans, 55 ans ou plus. Ça veut dire qu'on va travailler beaucoup plus longtemps que ce qui est prévu. Pas forcément sous la même forme, ça ne veut pas dire qu'on n'aura que des collaborateurs de 80, 85 ou 90 ans chez nous, mais ça veut dire que vous aurez des gens qui seront actifs dans l'écosystème. Et là encore, qui pourront agir avec le digital, les ONG. Et surtout, ça veut dire que de toute façon, les carrières elles-mêmes dans les entreprises vont s'allonger. C'est l'allongement de la durée professionnelle, le décalage d'âge de départ. Vous avez un exemple qui est très intéressant, qui a été fait par BMW. BMW a travaillé sur l'ergonomie de ses chaînes de production pour pouvoir accueillir des collaborateurs plus âgés. Et le résultat, c'est 7% d'augmentation de productivité sur cette chaîne. 7%. Ce qui montre qu'on est en capacité d'agir, d'interagir dans un écosystème qui bouge, avec des collaborateurs avec des attentes de plus en plus différentes. Sixième tendance, l'empreinte citoyenne. Alors là encore, vous avez aujourd'hui 88% des personnes que l'on a interrogées à travers le monde qui estiment qu'elles agissent en interne via des programmes de bien-être, d'écoute des collaborateurs. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez une enquête qui a été faite par Nielsen, qui a montré que 67% des collaborateurs, donc les 2 tiers des collaborateurs, préféraient travailler et choisiraient plutôt une entreprise qui avait un tel impact et un tel traitement de leurs collaborateurs. En termes d'attractivité, c'est plutôt efficace. Et en termes économiques, c'est également plutôt efficace puisque vous avez 55% des clients qui vous disent qu'ils sont prêts à payer plus cher pour des produits provenant d'une telle entreprise. Vous avez, je trouve, l'illustration de cette situation avec ce qui s'est passé pour Google il y a quelques mois de ça. Vous vous souvenez, Google avait signé un contrat de 250 millions de dollars avec l'armée américaine pour aider dans l'utilisation de l'intelligence artificielle sur des drones de reconnaissance. Vous avez une pétition signée par plusieurs milliers de collaborateurs de Google qui disait que notre entreprise ne doit pas travailler avec l'armée américaine sur de tels sujets. Intelligence artificielle avec l'armée américaine. Ce qui vous montre bien que, et d'ailleurs, Google a fait marche arrière sur ce contrat de 250 millions de dollars, ce qui vous montre bien que le poids des collaborateurs sur ces questions, leur sensibilité, des collaborateurs, des consommateurs et des citoyens est de plus en plus fort. 3 dernières tendances. Le développement effectivement sur du bien-être. Vous avez aujourd'hui 50% des entreprises qu'on a interrogées estiment que ces programmes sont bénéfiques. Et puis, on a commencé à en parler, le sujet de l'intelligence artificielle, de la robotisation.
Vous avez aujourd'hui des logiciels qui peuvent imiter l'humain, qui savent reconnaître les visages, qui savent reconnaître votre humeur, qui savent reconnaître des personnes qui peuvent remplir des questionnaires à la place d'eux, qui peuvent interagir avec des collaborateurs, des chatbots, etc. Vous avez, si je reprends mon jeu d'échecs, vous vous souvenez tous de Deep Blue qui avait battu Kasparov en 1993. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on avait fait l'analogie avec le jeu de Go, en disant si je prenais le jeu de Go, alors le jeu de Go, pour ceux qui connaissent, c'est des placements libres, et surtout, on dit qu'il y a autant de positions possibles dans un jeu de Go que d'atomes dans l'univers. Donc, à l'époque, en 1993, quand Deep Blue avait battu Kasparov, on estimait qu'au mieux, d'ici à 2035 ou 2050, une intelligence artificielle serait en capacité de vaincre un champion de jeu de Go. 2035 ou 2050, à l'époque estimée. Ça a eu lieu il y a 2 ans. Donc l'accélération dont je vous parlais fait qu'on est en train d'évoluer de plus en plus rapidement. Dans notre recherche, on a montré que la compétence, la demi-vie d'une compétence, c'est-à-dire la durée pendant laquelle une compétence est utilisée par au moins 50% d'une population, dans les années 80, c'était 30 ans. C'est-à-dire que quand vous aviez acquis une compétence, finalement, vous aviez devant vous une trentaine d'années pour l'utiliser. Aujourd'hui, vous avez une idée de cette demi-vie de compétence, en 2017, 2018 on était 30 ans dans les années 80. 5 ans. 5 ans. Voilà. Ouais, c'est 4,5 ans. Alors, le 2 années et demi, c'est travail dans du digital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'apprenez plus le langage en tant que tel, mais vous apprenez à apprendre. Donc, on va avoir une obsolescence programmée des compétences en parallèle des gens qui vont travailler de plus en plus longtemps. C'est assez intéressant. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, les DRH nous disent que, dans leur grande majorité, ils s'attendent à ce que 63%, on utilise plutôt des capacités purement humaines, la capacité de résoudre des problèmes complexes. À 53%, des capacités plutôt cognitives ou des compétences sociales pour interagir au sein de l'organisation. Avant-dernière tendance, c'est le lieu de travail hyper connecté. Vous le vivez tous. On a désormais un environnement où on est en capacité d'interagir avec d'un bout à l'autre de l'organisation, partager des informations, de travailler complètement différemment et d'agir vite. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a le gain de productivité qu'on a est historiquement encore assez faible. Quand vous étudiez la productivité des entreprises dans les années 70, 80, 90, vous aviez des gains moyens de l'ordre de 1,6 à 1,7% par an. Depuis une dizaine d'années, on est à 1,2% de productivité. Alors vous allez me dire, c'est bizarre. D'un côté, vous me dites, la technologie fait ça, la croissance est exponentielle, les machines sont capables de faire des choses extraordinaires, et pourtant la productivité évolue peu. Cette productivité, elle évolue peu tout simplement parce qu'on le voit, dans l'entreprise, on n'a pas encore été en mesure de tirer les pleins fruits de ces gains de productivité. Là encore, souvenez-vous de ce que je vous disais quand je vous disais que l'entreprise avait fortement évolué. Vous prenez l'entreprise à la fin des années 90, début des années 2000. Qu'est-ce qu'il y avait? Quand vous alliez dans l'entreprise, vous aviez les meilleurs outils informatiques, les meilleurs softwares, loin devant tout ce que vous pouviez avoir chez vous. Aujourd'hui, la situation est inversée. En hardware et en software, vous avez aujourd'hui des outils, des plateformes que vous pouvez utiliser beaucoup plus facilement à titre personnel que dans l'entreprise. Donc l'entreprise n'a pas encore complètement fait sa mue là-dessus, n'a pas encore complètement appréhendé la puissance qu'on peut avoir via la technologie, comme elle transporte du mode de travail. Dernière tendance, Big Data et données individuelles. En RH, on a beaucoup de retard, et c'est aussi pour ça qu'on apporte ce travail scientifique. On nous dit souvent, en essai de l'humain, ça ne peut pas être modélisé. Pour parler d'une direction financière, vous avez 86% des directions financières qui vous disent « Moi, j'utilise de l'analytique et de l'analytique prédictive pour travailler ». Vous parlez au RH, entre 15 et 17% des RH qui vous disent « Moi, j'utilise de l'analytique ». Et c'est normal parce qu'on fait de l'humain. Puis quand vous parlez au marketing, vous avez plus de 70% qui utilisent de l'analytique. Et pourtant, les consommateurs sont des humains.
Si on est capable d'analyser les comportements, on est capable d'en tirer énormément de choses. Et en RH, c'est vrai qu'il y a énormément de travail à faire sur le sujet. Alors pour finir, je peux vous donner juste une petite anecdote qui avait été partagée par le précédent DRH Group d'Orange, du groupe Orange, Bruno Mettling, que j'ai trouvé passionnant pour plein de sujets, vous allez voir. Et vous avez un collaborateur qui était venu le voir, et je crois que le collaborateur de mémoire était âgé de 54 ou 55 ans, qui était venu le voir. Puis il dit, écoute Bruno, je viens de voir, ça fait 28 ans que je travaille dans l'entreprise et je voudrais échanger quelques minutes avec toi aussi. Il dit, écoute, il y a 3 mois de ça, j'ai commandé un livre pour la première fois sur Amazon. J'ai commandé ce livre, puis Amazon m'a recommandé 3 livres. Sur les 3 livres, j'en ai pris 2, je les ai lus, j'ai trouvé intéressant. Et Amazon m'en a recommandé 4 autres, sur les 4, j'en ai lu 3 et je les ai trouvés intéressants. Alors moi, ça fait 28 ans que je travaille chez Orange. Tu peux m'expliquer pourquoi Amazon est en mesure de me proposer 3 recommandations pertinentes quand toi, en 28 ans, tu n'es pas capable de me proposer la formation ou le développement qui soit pertinent pour moi. Tout ça pour dire qu'en tant que RH, ce qu'on attend de nous, c'est d'être capable de proposer aux collaborateurs ce qu'ils attendent. On a les bases de données les plus importantes. On sait la situation de famille, le potentiel de carrière, l'évaluation de la personne, on sait son niveau de rémunération, on connaît son écosystème, etc., etc. On est capable de tirer énormément de choses. Et donc, comment faire tout ce travail? C'est aussi grâce au sens qu'on va donner aux collaborateurs, au développement qu'on va pouvoir leur proposer. Et pour finir sur ce sujet, donc, vous l'aurez compris, la question du sens, de l'empreinte sociale ou sociétale d'une entreprise est essentielle. Je voudrais vous citer juste une phrase qui est que ceux qui croient à une croissance infinie sont soit des fous, soit des économistes. Je vous remercie pour votre attention.